dit souvent que les doctorantes et les doctorants vont mal. Et pour preuve, l'Université de Californie à Berkeley mène en 2014 une étude qui démontre que 47% des étudiants du 3e cycle répondent aux personnes déprimées. À une époque où on parle de plus en plus de santé mentale, les doctorants savent-ils vraiment en prendre soin? Et surtout, ont-ils les clés pour y arriver? Lucie a accepté de partager son expérience personnelle pour aborder ce sujet et nous transmettre quelques conseils qui résonneront peut-être chez certains. Elle nous explique son début de doctorat difficile et les choses qu'elle a mis en place pour s'épanouir désormais pleinement dans ses recherches. Alors je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle écoute. Bienvenue sur Parlons peu, parlons thèse, un podcast sur le doctorat en sciences humaines et sociales. Lucie, je suis très contente de t'accueillir sur le podcast pour continuer cette saison 2. Et donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de santé mentale qu'on aborde assez peu quand même dans notre parcours du doctorat. Et est-ce que tu pourrais commencer en te présentant assez brièvement au niveau de ton profil de recherche et puis après revenir un petit peu sur ton parcours post-bac? Oui, bien sûr. Salut tout le monde. Je suis aussi très contente d'être ici. Merci pour l'invitation. Du coup, donc comme tu l'as dit, je m'appelle Lucie. Je suis donc en 2e année de thèse dans la même université que toi, à l'UBM à Bordeaux. En fait, j'ai pas fait ma thèse moi directement. En fait, j'ai pas fait licence, master puis thèse. J'ai fait licence, master, travail, master, thèse. Donc j'ai commencé, en fait, moi de base, j'ai un master en droit international. J'étais spécialisée dans les droits humains, le droit international humanitaire. Donc après avoir fait ce master-là, que j'ai fait sur plusieurs pays, c'était vraiment une chance d'avoir pu faire ça. J'ai travaillé dans le plaidoyer humanitaire, dans les organisations humanitaires pendant un petit temps. Et après, je me suis reconvertie et je suis devenue prof, mais toujours pour les travailleurs, travailleuses humanitaires. Et justement, c'est quand je suis devenue prof que je me suis dit, ça serait pas mal peut-être d'avoir un diplôme ou quelque chose. Donc, j'ai fait un master, pardon, j'ai fait un master dans la didactique du FLE, donc du français langue étrangère. Et en fait, c'est pendant ce master de didactique que j'ai commencé un petit peu à avoir des cours de linguistique, sociolinguistique. Je suis moi-même allée chercher des cours sur Internet. J'ai même fait un MOOC qui m'a vraiment passionnée et parce que le créateur avait demandé à des personnes qui parlent une langue minorisée de venir et de s'exprimer dans leur langue, etc. Comme ça, on pouvait analyser le système phonologique. Et ça m'a vraiment passionnée. Je me suis dit, mais moi aussi, je connais une langue minorisée et qui est en danger, qui est gravement en danger aujourd'hui. Et j'aimerais bien travailler dessus. Et donc, j'avais contacté le créateur de ce MOOC qui m'a dit qu'il trouvait que c'était une bonne idée. Il m'avait aidé d'abord à un peu mettre au clair les idées que j'avais, parce que j'étais un peu comme un cheval fou, tout me paraissait incroyable. Donc il m'a aidé un peu à canaliser, à voir comment on pourrait faire quelque chose d'intéressant pour la recherche. Et après, parce que lui, il est linguiste, mais moi, c'est vrai que je ne suis pas du tout linguiste. Donc se lancer dans la linguistique pure et dure, sans diplôme, sans l'avoir étudié, c'est un peu compliqué, avec juste un seul cours en master. Donc après, j'ai contacté un sociolinguiste qui, lui, est spécialiste de l'occitan. Et c'est lui qui m'a dit que oui, en effet, ça pourrait être une bonne idée de plutôt faire de la sociolinguistique et en plus comme je suis juriste, de le coupler avec mon expérience de juriste parce que à notre connaissance, en tout cas, il n'existait pas d'autres travaux académiques qui parlaient de ces questions sur mon domaine de recherche, donc à l'intersection du droit et de la sociolinguistique. Et c'est lui qui m'a dirigée vers mon directeur de recherche actuel. Et du coup,
ce qui est super, c'est que donc ce sociolinguiste maintenant fait partie de mon comité de suivi, et le linguiste qui m'avait orienté au tout début, euh, on organise un colloque international l'année prochaine avec un groupe de doctorantes et nos directeurs de recherche, et du coup je l'ai invité évidemment à venir pour ce colloque. Donc c'est très cool parce que justement euh, ça participe, on en parlera après, mais un peu à rompre l'isolement, etc., de pouvoir garder de très bonnes relations avec des gens que tu rencontres comme ça dans ton parcours et qui peuvent t'ouvrir des portes et avec qui tu as envie d'échanger, de travailler, qui sont vraiment passionnants. Donc voilà où j'en suis. Et donc je travaille moi précisément sur la transmission, enfin l'impact des politiques publiques sur la transmission de l'occitan limousin depuis le deuxième après-guerre. Et alors, d'où te vient, est-ce que tu as un rapport un peu affectif ou personnel avec l'occitan? Oui, alors moi, je l'ai toujours, en fait, avant de commencer ma thèse, j'appelais ça le patois, parce que c'est comme ça qu'on l'a, enfin, en fait, c'est comme ça qu'on l'a toujours appelé. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant cette terminologie. Après, du coup, quand on comprend d'où ça vient, l'étymologie, etc. Euh, En fait, la famille de ma mère vient du Limousin, et donc c'est pour ça que, mais en fait on me l'a jamais appris parce que j'ai jamais appris cet idiome, parce que justement il y a eu une rupture de transmission entre la génération de ma grand-mère et la génération de ma mère, ce qui fait que ma mère par exemple le comprend parfaitement, elle arrive à le parler, mais elle estime pas assez bien pour pouvoir me le transmettre. Et du coup, ça a été une des frustrations de sa vie d'ailleurs. Donc là, maintenant, je l'apprends. Et donc, on l'apprend un peu ensemble. Hein. C'est-à-dire que du coup, je lui dis où j'en suis. Elle aussi, elle regarde de son côté. Elle se remet un petit peu activement à l'apprendre. Donc, c'est notre petit projet. Euh, mais ouais, j'ai un rapport. Au début, j'avais, comment dire, c'était juste une langue qui était là. Je savais même pas quand j'étais jeune que c'était vraiment une langue en fait, parce qu'elle est pas du tout valorisée. Et en fait, en grandissant, en faisant justement le master, etc., et puis d'autant plus maintenant la thèse, je me rends compte que c'est une vraie richesse et ça fait partie de mon patrimoine, et j'ai envie de l'apprendre aussi. Je ressens même le besoin de l'apprendre. Voilà. C'est incroyable et j'imagine le fait d'avoir ce rapport affectif avec ton sujet, est-ce que ça te donne plus de motivation? Est-ce que comment est-ce que tu abordes ça, le fait de d'en faire un travail, un objet d'étude, alors que ça vient au départ d'un héritage, comme tu disais, plutôt familial de l'espace personnel? Alors du coup, moi je le vis plutôt comme une chance. Je trouve que c'est un privilège et une chance, alors juste pour mon cas personnel évidemment, euh, d'avoir ce patrimoine linguistique, et de pouvoir travailler dessus, essayer de faire ce que je peux à ma toute petite échelle pour le préserver, continuer d'en parler, euh, et faire en sorte qu'il vive, même si c'est à travers mes travaux académiques, voilà, mais aussi à travers les mots, évidemment, des témoins que je vais rencontrer et qui vont me parler, qui vont me raconter leur histoire. J'ai plein d'idées pour faire aussi des expositions, ce qu'on appelle la vulgarisation scientifique, mais aussi faire des communications dessus, des communications scientifiques, parce que je pense que ça serait bien que plus de monde en fait en parle. Alors là, je parle de l'Occitan limousin, mais je parle aussi des langues dites régionales en général, parce que c'est vrai que nous, je m'inclus dedans, même si je suis vraiment un bébé sociolinguiste, mais c'est vrai que quand on est dans ce domaine-là, linguiste, sociolinguiste, on est assez au courant et donc on en parle, mais parfois ça quitte pas trop nos sphères et on se rend pas compte. Je parle toujours encore à des gens qui souvent ne savent pas que en fait l'occitan c'est une langue, et alors d'autant plus l'occitan limousin, y compris des locuteurs, locutrices qui vont me dire non mais nous on parle patois, l'occitan c'est pas c'est pas chez nous quoi. Et d'ailleurs j'ai un projet de recherche là-dessus avec une camarade de master qui s'appelle Marie. Euh, et l'année prochaine, où justement on va interroger la conscience linguistique des gens dans le Limousin, pour voir un petit peu, voilà. Et puis on voudrait, notre objectif, ça serait aussi de faire des portraits, pour peut-être aussi des captations sonores, vidéo, pour pouvoir l'exposer, et pour que les gens, en fait, puissent, les gens du public puissent du coup profiter, entendre cette langue qui, à mon avis, n'est
hors du Limousin n'est pas souvent entendu. Ah, justement, j'allais te demander si tu avais un peu de travail de terrain parce que je pense que c'est hyper important de souligner la nature de ton lien avec le sujet parce que ça va forcément avoir un impact après sur ta capacité. Je pense que le rapport qu'on a à notre sujet, ça a aussi un impact sur notre motivation et comment est-ce qu'on aborde la suite du doctorat. Et est-ce que avant que je te pose des questions un peu plus sur à nouveau ton parcours, est-ce que tu pourrais très rapidement détailler, vulgariser ce que c'est la sociolinguistique pour nous autres qui ne sommes pas spécialistes? Oui, c'est très intéressant, sachant que je ne me considère pas comme spécialiste non plus. Euh, Donc la linguistique, je pense que tout le monde a plus ou moins une idée. Donc quand on dit linguistique, du coup, il y a plusieurs grands thèmes de recherche. Tout à l'heure, je mentionnais la phonologie, la phonétique, la morphosyntaxe, etc. Et en fait, la sociolinguistique, c'est la partie, comme c'est indiqué dans le nom, social, socio, du coup, de la langue. Donc c'est nos usages. Moi, par exemple, en fait, je vais regarder, comme je le disais au début, l'impact des politiques publiques. Mais en fait, ça va être vraiment sur l'histoire des gens, sur leur rapport à la langue, comment ils se sont appropriés la langue, ou au contraire, comment ils l'ont mise de côté, comment ils l'ont transmise, selon quelles conditions, qui l'a transmise, comment, pourquoi, où. C'est ce genre de choses en fait que moi je vais regarder et qui relève du coup de la sociolinguistique. Et il y aura aussi, donc comme je le disais, l'aspect juridique, puisque je vais analyser l'impact des politiques publiques. Et donc là, je vais devoir analyser de la législation, mais aussi de la jurisprudence, etc. Donc en fait, je vais combiner les deux. Et pour l'aspect sociolinguistique, ça va être en fait tout ce qui relève de l'aspect social. Et tu sais quoi, je vais même faire mieux que ça. Je vais te trouver une définition de sociolinguistique, parce que je n'ai absolument pas envie de dire des bêtises. En tout cas, ça faisait sens et c'était très clair là. Super. Eh bien, tu sais quoi, si je viens de regarder, et selon le Robert, c'est partie de la linguistique qui traite des relations entre langage, culture et société. Donc écoute, on y était plus ou moins. Je pense qu'on peut trouver des définitions plus détaillées, mais en tout cas, voilà, c'est comment, pourquoi, dans quelles conditions, tout l'aspect social. Ouais, donc c'est évident que tu es en lien avec des locuteurs ou des individus pour étudier un peu l'environnement dans lequel ils évoluent. Et alors, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton passé pré-doctorante? Tu m'as dit que tu passais pas du master au doctorat, mais que tu avais eu une période d'expérience pro. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Parce que c'est pareil, c'est pas quelque chose qui va forcément de soi. Donc, quelles sont les possibilités? Oui, c'est-à-dire qu'après mon master en droit, du coup, nous, il fallait qu'on fasse un stage, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé pour Action contre la faim. J'étais assistante de plaidoyer humanitaire. Donc ça, c'était vraiment super. J'ai eu de la chance parce que j'ai pas j'ai pas eu beaucoup d'expérience professionnelle dans l'humanitaire, mais celles que j'ai eues, elles étaient vraiment super. J'avais à chaque fois une super équipe, et c'est très drôle parce qu'on a le stéréotype. J'ai l'impression de moins en moins, enfin en tout cas j'espère, que quand c'est des équipes de femmes, on va se crêper le chignon, ça va être des chefs toxiques, etc. Et alors moi, j'ai jamais eu d'environnement de travail plus sain que quand j'étais dans des équipes de femmes quasiment exclusivement composées de femmes, voire exclusivement composées de femmes, où il y avait de la bienveillance, c'était un plaisir d'aller au travail, c'était vraiment incroyable. Et donc c'est pour ça que quand j'entends parfois, et quand il y a des équipes de femmes, c'est toxique, etc., ça joue sur la motivation. Ah bah moi, ça a joué sur la motivation, mais en sens inverse, j'ai jamais été autant aussi motivée, pardon, de ma vie, quoi. C'était vraiment super. Et donc j'ai travaillé dans le plaidoyer humanitaire. Et ensuite, j'ai travaillé à Genève pour une des agences de l'ONU. Et là, je travaillais pour l'équipe droits des femmes et genre. Et c'était vraiment super. Et là, ma chef à l'époque est devenue ma mentor. Et on est toujours en contact d'ailleurs. Là, parfois, je lui avais envoyé un message justement pour ma thèse, pour lui demander si elle connaissait quelques experts du coup à l'ONU avec qui je pourrais discuter. Euh, et donc, non, c'était vraiment deux expériences différentes, mais vraiment super. Et euh, comment dire, j'ai pas arrêté de faire de l'humanitaire, ou de travailler en tout cas dans les droits humains, parce que j'aimais pas ça. J'ai arrêté parce qu'en fait j'ai évolué, mon travail a évolué, je suis devenue prof, voilà. Mais ça reste
le droit reste mon premier amour. Et c'est vrai que si j'ai l'occasion un jour de retravailler dans l'humanitaire ou dans les droits humains, ce sera avec grand plaisir. D'autant plus si aujourd'hui je peux le faire en lien avec les langues minorisées et donc la valorisation, etc. Et alors après ton expérience aussi de prof, alors j'ai bien compris comment au niveau scientifique tu passes au doctorat, mais au niveau un peu plus personnel, comment est-ce que tu prends cette décision de dire, OK, je commence un travail qui je sais va durer plusieurs années, euh, comment je me lance et quand est-ce que je dis oui, j'y vais? C'est-à-dire que j'adore la recherche. Hein, je suis vraiment un petit rat de bibliothèque. J'adore passer du temps à lire des textes, en extraire du coup ce qui est intéressant pour moi, pour mes recherches, que ce soit les mémoires que j'ai fait, parce que du coup j'ai dû en faire un pour chaque master. Et en fait, j'avais envie de faire une thèse depuis quelques années, sauf que au début, je pensais la faire en droit et faire un peu une continuité avec mon premier mémoire. Je voulais le faire une thèse sur les féminicides. Mais finalement, ça ne s'est pas fait pour diverses raisons. Et puis, du coup, quand celle-là s'est présentée, euh, où j'avais vraiment une idée, j'avais une direction, parce que ma thèse sur celle que j'ai envisagé de faire sur les féminicides, c'était comment dire, j'avais pas vraiment de ligne directrice. C'était j'aimerais bien travailler là-dessus, mais c'est vrai qu'il y avait déjà beaucoup de travaux, etc. J'arrivais pas vraiment à me projeter sur qu'est-ce que je pouvais apporter de nouveau. Là, par exemple, pour l'Occitan Limousin, mais je me suis dit, je viens de la communauté, je je pense que ce genre de travaux sont importants. Je vois où je veux aller, j'ai des idées plus précises, et donc en fait ça s'est dessiné euh, une fois que j'avais, avec tout mon parcours, et une fois que j'avais fait ces cours en ligne, que j'avais abordé la linguistique, la sociolinguistique. J'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour les langues, j'en parle pas mal, et je continue toujours d'en apprendre. Ben en fait ça s'est fait assez naturellement. On m'a dit, mon directeur actuel m'a dit, bah oui, c'est super intéressant, on peut faire un dossier, voilà. Et je me suis dit, mais go. Et depuis, j'en parlais justement à mon partenaire il y a pas très longtemps, et je lui disais, j'ai l'impression que je suis vraiment où je suis censée être, en fait. Genre pour moi, enfin ce que je fais, ça a du sens. J'adore ce que je fais. On verra dans quelques années quand j'en serai à la rédaction pure et dure. Mais en tout cas, pour l'instant, vraiment, j'adore ce que je fais. Et j'ai vraiment de la chance. C'est un privilège. Hein. Je me rends compte, je me lève et je fais ma thèse, et j'adore ça. Encore une fois, je le dis, hein, peut-être si on refait un épisode d'ici un an ou deux, peut-être que j'aurai un discours différent. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de chance. C'est un travail qui me passionne, c'est un sujet qui me passionne. Je suis très bien entourée, que ce soit mes camarades ou mon directeur, ma directrice de thèse. Et donc c'est pour ça aussi que je voulais faire cet épisode sur la santé mentale, etc. Parce que ça n'a pas été toujours le cas. C'est-à-dire que l'année dernière, c'était beaucoup plus compliqué pour moi. Et donc je me suis dit ça pourrait être intéressant que je donne quelques petites choses qui me sont arrivées, peut-être des petits conseils pour se sentir moins seule. Parce que j'ai été là, et si j'en suis aussi bien maintenant, c'est parce qu'il me sont arrivées des choses qui font que là, c'est un vrai plaisir de me lever et d'aller bosser tous les matins, quoi. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette année dernière? Est-ce que je me dis, est-ce que tu avais une image du doctorat et puis arrivé cette première année, est-ce qu'il y a des choses qui sont arrivées, tu t'y attendais pas? Est-ce qu'il y a eu des bonnes surprises mais aussi des désillusions? Alors, la première année, alors déjà, moi, j'étais pas en France. Donc, du coup, il me sont arrivés aussi plusieurs autres choses personnelles, etc., dans ma vie pro, qui font que c'est vrai que ça a été assez compliqué. Et ouais, la solitude. Je m'attendais pas à une telle solitude. Parce que j'avais fait un master, donc le master précédent que j'avais fait, c'était à distance. Mais on avait un groupe et on discutait tout le temps. Je me suis fait d'ailleurs de très bonnes copines avec ce master-là, qui maintenant, on a passé du coup plusieurs années à parler en ligne, et puis on s'est rencontrés dans la vraie vie et se sont devenus des amis. Vraiment, on se parle très régulièrement parce qu'on avait vraiment ce côté-là en master où on s'entraidait, on faisait même des travaux de groupe. Donc, on était obligés vraiment de se parler, d'être ensemble, etc. Il n'y avait pas de mauvaise ambiance. En fait, on s'aidait volontiers parce que le but c'était que le plus possible puisse réussir. Donc vraiment, il y a vraiment cette entraide et on se tire vers le haut.
Et c'est vrai que quand je suis arrivée en doctorat, je savais que c'était un travail de longue haleine et un travail un peu solitaire, mais alors vraiment, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi solitaire. Je pense que c'est différent pour les gens qui commencent directement à la fac et donc qui peuvent rencontrer des gens, etc. Mais alors moi, c'était pas mon cas. Euh, et du coup, ouais, je me suis sentie vraiment seule. Je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de faire? Parce que est-ce que tu as envie de passer, genre vraiment là, 3-4 ans toute seule, isolée, tu parles à personne? Ça va être compliqué, quoi. Puis même, ne serait-ce que après professionnellement, pour avoir des opportunités, si tu parles à personne et que t'es vraiment dans ton coin, c'est compliqué, quoi. Tu vois pas le bout. Enfin, ça m'avait vraiment déprimée. Et le tournant, on va dire, ça a été que mon directeur de thèse a pas mal de doctorantes. Il dirige la recherche de pas mal de doctorantes, et donc il a fait une réunion avec toutes ces doctorantes. Et j'ai pu donc poser des questions, et puis j'avais demandé à une de ces doctorantes si elle accepterait du coup qu'on se parle juste toutes les deux, parce que je voulais pas monopoliser la parole pendant la réunion, mais juste qu'on se parle pour qu'elle me donne quelques infos, parce que même ne serait-ce que pour les formations, etc., j'avais pas toutes les infos, comment ça fonctionnait, j'avais pas toutes ces idées, je savais même pas qu'il y avait un groupe des doctorants, on a un groupe, voilà, je savais pas qu'il existait. Donc, on s'est parlé, et à partir de là, du coup, on s'est bien entendu. Donc, on a commencé à discuter assez souvent. Et, et donc là, je me suis sentie moins seule, parce que justement, donc mon directeur a fait le premier pas de nous présenter, parce qu'on était plusieurs nouvelles en première année. Et ensuite, moi, j'ai fait le deuxième pas en allant euh, vers cette doctorante, vers cette camarade. Et puis ensuite, on a fait des pas ensemble, du coup, avec elle, avec d'autres doctorantes, doctorants que j'ai rencontrés. Et ça a commencé à rompre l'isolement. Et alors sur ça, est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais peut-être de se rapprocher de son directeur ou de sa directrice si jamais il ou elle ne fait pas le premier pas de manière naturelle, peut-être de demander de l'aide pour savoir si il y aurait un cercle de doctorants qui existe? Clairement. Alors ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et puis aussi de se rapprocher comment il s'appelle, les représentants. Parce que dans chaque ED, il me semble qu'il y a des représentants des doctorants. Et donc de se rapprocher d'eux, ils ont normalement une adresse, on peut le demander, je pense, au personnel administratif de l'école doctorale, et de leur demander quelles sont les initiatives, est-ce qu'il y a des salles de travail. Rien que le fait, moi, que je découvre qu'on avait des salles de travail, je me dis, mais c'est incroyable, on peut venir, parce que oui, il y avait la bibliothèque, mais je veux dire, quand on va à la bibliothèque, c'est plutôt un environnement silencieux. Mais là, on a des salles de travail dans lesquelles on peut discuter, on peut mettre en place des projets, on peut vraiment les personnaliser, hein, parce que nous, on s'est mis à faire un atelier botanique dans une des salles. Donc c'est vraiment un espace dédié aux doctorants. On a ramené du coup du thé, du café, etc. Toutes ces petites choses qui font qu'on se sent bien, qu'on a envie de rester bosser, qu'on est ensemble et tout ça. Donc ouais, c'est hyper important de se rapprocher de son directeur, de sa directrice, des représentants de n'importe qui peut aider à l'intégration. Mais il faut savoir, moi par exemple, je savais même pas qu'on avait des représentants en première année. J'avais aucune idée qu'on avait des représentants des doctorants. Ça me passait complètement au-dessus, quoi. Et puis en plus, quand on se sent isolé, par exemple, on pense pas forcément à aller chercher, à se dire, attendez, à qui je peux parler à la fac pour... Parce qu'en plus, on a un peu honte, on se dit, mais attends, comment ça, j'ai l'opportunité, je peux faire une thèse. Il y a plein de gens qui aimeraient en faire une. Ou alors, il y a plein de gens qui ne peuvent pas parce que contraintes familiales, contraintes, je sais pas moi, du travail ou comme ça. J'ai une super chance, je me suis battue pour faire ça, et maintenant je suis en train de me plaindre. Du coup, on culpabilise et tout ça, donc on n'a pas forcément, comment dire, on se sent pas légitime à en parler ou comme ça. Et du coup, on va pas chercher, forcément. Et puis, c'est un petit cercle vicieux, le serpent qui se mord la queue. Donc, on a des pensées négatives. Et donc, du coup, on se renferme un peu plus. Donc, on va pas parler aux gens. Donc, on a des pensées négatives. Et on n'en sort pas. Mais il faut en sortir. Parce que vraiment, moi, j'étais vraiment pas au top l'année dernière. Et alors maintenant, c'est vraiment un tournant vraiment assez fulgurant. Et après, vraiment, ce qui fait que j'aime autant finir à la fac maintenant, c'est que
j'ai rencontré plein de monde parce que déjà je suis rentrée en France, et je me suis inscrite, la fac organise ça, enfin l'école doctorale pardon. Je sais pas si d'autres écoles doctorales l'organisent, mais en tout cas, ça serait vraiment une super idée. Je sais pas si tu avais entendu parler de remue-ménage? Oui, oui, sur Paris aussi, il y a une version. OK, et ben, c'est vraiment, ça, c'était vraiment super et pour moi, ça a été, donc j'avais déjà amorcé le tournant avant puisque j'avais rencontré, du coup, les doctorantes de mon directeur et qu'on avait pu discuter et cetera et c'est vraiment remue-ménage, qui m'a permis, en fin de première année, parce que c'était en mai dernier, de vraiment, me rendre compte que j'étais pas toute seule, qu'on était plein à avoir la même problématique, à se sentir seule, à se dire: «Mais je sais pas où je vais». J'ai l'impression un jour tu te dis: «Mais ça a tellement de sens ce que je fais» et le lendemain tu es en mode: «Mais c'est nul, je comprends pas pourquoi est-ce que je fais ça» et cetera. Donc en fait, on est beaucoup, beaucoup à ressentir ça et je me suis sentie, beaucoup moins seule. Ça m'a permis de relativiser plein de trucs, et ça m'a permis du coup de découvrir plein de personnes super sympas et aujourd'hui bah je les vois quasiment tous les jours. En fait, on travaille ensemble tous les jours, même si on a des domaines très différents. En sociolinguistique, on était quelques-unes, mais la majorité du groupe travaillait sur d'autres sujets dans d'autres domaines. Et bah pour la plupart, parce que certains sont à Paris, etc., dans d'autres villes, mais ceux qui sont sur Bordeaux, en tout cas, on se voit bah, quasiment toutes les semaines, quoi. Et alors, est-ce que tu peux un peu expliquer ce que c'est remue-ménage et quel est le concept? Et puis après, comment était ton expérience concrètement? Ouais, bien sûr. Alors, du coup, remue-ménage, ça a été mis en place. Donc nous, à l'école doctorale de Bordeaux, c'était la première année, l'année dernière, enfin l'année dernière, cette année en fait, l'année scolaire dernière, c'était la première année. Donc c'était un peu pour voir comment ça allait se passer. Et donc l'idée était d'allier euh, le la pratique de l'écriture, de la thèse, la pratique intellectuelle, avec le sport, le bien-être, la méditation, la nature, parce qu'on était vraiment dans la nature, au milieu des pins, d'une forêt de pins, c'était vraiment super. Et donc c'était sur 5 jours. On est arrivé le lundi midi, il me semble, et on est reparti le vendredi après-midi, après le repas, je crois. Et donc, on était encadrés, donc il y avait la direction de l'école doctorale qui était là, avec une autre chercheuse qui nous servait un petit peu, à la fin on l'appelait notre ostéopathe du cerveau, parce qu'elle nous servait du coup à démêler nos nombreuses questions, interrogations, etc. Parce que, alors moi, elle travaille pas du tout dans mon domaine, elle est géographe, mais comme elle a beaucoup d'expérience de la recherche, ça m'a été très utile de parler avec elle, justement parce que je vais avoir une petite partie historique, géographique dans ma thèse. Et donc elle a pu m'aider, m'aiguiller pour ça, mais pas que en fait. Juste avec bah, son expérience de la recherche, elle a pu même me poser des questions clés. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi est-ce que là tu le relis pas à la linguistique, à la sociolinguistique? Je me dis mais oui, mais c'est en effet c'est une très bonne question. Et donc ça a beaucoup aidé. Et on était aussi encadré par les profs de sport de la fac. Ils se sont relayés. Il y en a qui sont restés toute la semaine, et il y en a d'autres qui sont venus repartis. Et donc, ils nous proposaient des activités. Quand on est arrivé, par exemple, on a commencé par une course d'orientation et on n'avait pas le droit de se mettre avec quelqu'un qu'on connaissait déjà. Donc, du coup, bah, déjà, directement, ça permet de faire des rencontres. En plus, bon, avec ma camarade, on a gagné la course d'orientation, donc on était d'autant plus ravis. euh, et ensuite, il y avait donc tous les matins, on faisait un peu. C'est ça que j'ai bien aimé, c'est que c'était pas imposé. On faisait vraiment un peu pratique libre thèse. Si on voulait pas le faire, on le faisait pas, mais de facto on le faisait tous en fait parce que c'était vachement sympa de se retrouver et d'écrire ensemble ou alors de préparer. Moi, je préparais par exemple mon audition au contrat doctoraux et ben donc enfin mon audition, non, ma sélection éventuelle au contrat doctoraux et donc de pouvoir travailler tous ensemble parce que j'étais pas la seule à faire ça, donc on pouvait travailler ensemble. Il y a vraiment un esprit de camaraderie. Il y en a d'autres qui étaient plus dans l'écriture parce qu'ils étaient plus avancés aussi. Moi, j'étais en fin de première année. Il y en a qui étaient en fin de troisième année. Il y en a qui étaient en fin de quatrième ou cinquième année, je me rappelle plus. Donc on est tous à des stades différents.
Et donc, on bossait chacun. Il y avait une camarade qui avait apporté, parce qu'elle avait, elle, visuellement, mis sa thèse un peu sur une grande nappe. Et donc, elle l'avait apporté, elle l'avait déroulé pour pouvoir en discuter avec la chercheuse qui était là pour nous accompagner. Donc, vraiment, on avait des méthodes très différentes et c'était vraiment super. J'ai beaucoup appris de cette semaine parce que aussi, on nous a encouragé à nous donner un objectif atteignable pour la semaine et donc après on en a discuté, est-ce qu'on avait réussi à l'atteindre, etc. Donc ça c'était vraiment bien, mais les objectifs, quand on dit atteignable, c'était pas par exemple oui je vais écrire 15 pages, c'était non, qu'est-ce que vraiment de façon réaliste on peut faire cette semaine, voilà. Et donc ça c'était aussi pour nous déstresser, pour se dire ok on peut se mettre un objectif atteignable, c'est pas la peine de vouloir gravir une montagne là, parce qu'il y en a certains aussi qui avaient perdu par exemple un peu le goût de la lecture, ou alors qui savaient pas trop par quel bout attaquer telle partie. Bah, c'était vraiment essayer de se remettre dedans, de parler avec ses camarades, de parler avec les chercheuses qui étaient là, pour voir comment on pouvait le faire. Donc c'est ça un objectif réaliste, c'est quelque chose, ne serait-ce que retrouver un peu le goût de la lecture, ça c'est un objectif très important, par exemple. Et donc ça c'était les matinées, et après le repas, on avait pratique sportive, donc on avait le surf, le catamaran, et on avait aussi un tournoi de pétanque qui a qu'on pouvait faire le soir. Donc ça c'était très sympa, c'était assez drôle. Et voilà. Et puis on faisait des petites soirées avec le personnel du. Alors je sais pas si c'était vraiment un camping ou c'était un village de vacances peut-être. Donc avec le personnel du village, donc on faisait des soirées. On a fait soirée quiz de culture générale. On a fait après on a fait un peu karaoké. Enfin c'était vraiment super. Je crois qu'on en avait bien besoin. On est tous ressortis de là. On avait l'impression d'avoir pris vraiment un bol d'air frais. Ça a fait un bien incroyable. En conclusion, renseignez-vous dans votre région, il y a certainement un remue-ménage qui existe. Et en t'écoutant, j'ai presque une idée de nouvel épisode, la place du sport dans le doctorat. Parce que j'ai envie de te demander, est-ce que actionner le corps, ça permet d'actionner l'esprit aussi? Souvent, on voit un peu le doctorat comme quelque chose et l'université comme un travail très intellectuel du, du cerveau, et puis on oublie un petit peu le corps, alors qu'en fait, il est aussi mis à rude épreuve pendant plusieurs années. Malgré tout, faut tenir le rythme et puis ça peut être un peu sédentaire, ça peut faire mal au corps. Est-ce que tu as vu des effets positifs? Oui, clairement. Clairement parce que du coup, enfin en tout cas, je l'ai vu quand, tu sais, quand tu commences à être, à te sentir seul, à être un peu, avoir l'impression que tu sais pas trop où tu vas, tu te renfermes un peu. Et moi, ça va de pair avec la perte de motivation même de faire du sport et tout ça, alors que il y a quelques années, j'étais hyper sportive, j'en faisais peut-être 5 fois par semaine, et là, j'étais à ouais, 0 fois par semaine. Et le fait de reprendre un peu, là, avec remue-ménage, de reprendre un peu le sport, mais c'était vraiment tranquille, hein, c'était vraiment des initiations surf, catamaran, voilà, pétanque pour ceux qui voulaient. C'était vraiment... le but, c'était que tout le monde en profite. Ça m'a redonné envie, et je me suis rappelé pourquoi j'adorais le sport et pourquoi ça me faisait vraiment du bien à l'esprit. Et donc c'est vrai que là, j'ai repris tranquillement, hein, je fais du rock et je vais courir principalement. Mais je fais du vélo, oui, c'est vrai que je vais à la fac à vélo, mais rien que ça me fait un bien fou. Ne serait-ce que d'aller à la fac à vélo, c'est pas trop long, ça me fait du coup ça me permet de mettre les idées en place parce que c'est vrai qu'il fait assez frais en ce moment, donc un petit bol d'air frais, hop, avant d'arriver à la fac. C'est vrai que ça me fait beaucoup de bien et j'ai l'impression de vraiment de faire bouger mon corps, même quand je vais courir, je vais pas forcément courir longtemps. Le rock c'est une fois par semaine, mais rien que de faire ça me permet de diversifier aussi, genre pendant 1 heure, c'est rock and roll, c'est tout, je me concentre sur les pas que j'ai à faire, je pense pas à la thèse, et quand je rentre chez moi, il y a plus de thèse en fait, je me concentre sur ma vie familiale, et voilà, j'ai fait mon sport, j'ai fait mon travail intellectuel dans la journée, après j'arrête. J'ai une camarade qui dit souvent que la thèse c'est son travail, et je le pense. Évidemment, on vit la thèse, etc. Si j'ai une illumination qui me vient à 11 heures, je vais la noter quelque part. Mais je vais pas rallumer mon ordi et me mettre à bosser dessus. Pas du tout pour, du coup, critiquer les gens qui le font. Hein. C'est pas, il y a aucun problème avec ça. Mais c'est vrai que moi, je sens que j'ai vraiment besoin de coupure. Ne serait-ce que pour ma santé mentale, il faut que je fasse une coupure. J'ai besoin à des moments me concentrer sur
ma vie sportive, ma vie de couple, ma vie familiale, ma vie à moi, hein, juste pour faire d'autres activités, parce que sinon, je vais pas tenir sur le long terme. Ouais, je pense que l'organisation du temps, comme tu le disais, c'est très propre à chacun, mais quand même, c'est toujours intéressant de voir ce que chacun fait. Et alors toi, ce serait quoi un peu ta journée type? Est-ce que pour trouver ton équilibre parfait, comment est-ce que tu organises tes journées? Alors moi, du coup, je sais pas si tu connais ce mème qui dit je ne suis pas une lève-tôt, tu sais, c'est un mème en anglais qui dit je ne suis pas une lève-tôt, je suis pas une couche tard, je suis juste un pigeon en permanence fatigué. Et du coup, parfois c'est un peu mon cas, donc j'arrive pas trop à me situer entre couche tard et lève-tôt, parce que je suis pas trop une lève-tôt et en même temps ça me fait du bien de me coucher pas trop tard, donc on va dire que j'essaye de me coucher pas trop tard, comme ça le matin je me réveille. On va dire vers 8 heures. Et comme ça, je peux commencer ma journée. Je suis beaucoup plus productive le matin. Donc, en général, le matin, soit je fais du covoiturage, soit j'y vais à vélo, mais je vais travailler à la fac. C'est vrai que pour la thèse, j'aime bien travailler à la fac. Alors, j'ai mon espace ici, chez moi, mon bureau. J'ai même collé des trucs au mur pour la thèse et tout ça. Donc, je peux travailler à la maison. Ça me dérange pas. Mais c'est vrai que j'apprécie beaucoup l'aspect social d'être dans une salle où on peut discuter, mais on se concentre aussi, hein, mais on peut discuter des projets qu'on a à faire, etc. Surtout qu'en plus là, particulièrement en ce moment, on a pas mal de projets en équipe, donc c'est vrai que c'est bien pratique. Donc je vais travailler à la fac. Parfois le midi, on mange ensemble avec des gens qui étaient pas forcément en train de bosser dans la même salle, mais donc on se retrouve avec les copains de remue-ménage, avec d'autres potes du coup qui sont arrivés au fur et à mesure des rencontres. Et puis l'après-midi, on continue un peu à bosser. Alors moi qui suis très adepte des langues, tous les soirs j'ai des cours de langue, donc après je fais ça. Et puis donc soit j'ai après cours de rock, ou alors je vais courir, je rentre à vélo chez moi, et après à partir du moment où je suis chez moi, je me consacre à ma vie de famille, donc passer du temps, voilà. Je raconte évidemment tout en détail à mon compagnon, surtout si j'ai eu des illuminations entre guillemets pendant la journée. Et là, ouais, c'est mon moment pour moi où j'ai l'impression que je sens physiquement comment dire, tu sais, quand tu redescends et vraiment tu es en mode, ça, quand je rentre chez moi, je m'assois sur mon canapé et je me mets à papoter avec mon compagnon, genre je le ressens physiquement. Moi, j'ai eu une journée hyper productive, hyper à 100 à l'heure, et je rentre et c'est mon moment, c'est mon espace. Je suis juste en mode détente, et avant de repartir pour une autre journée, je recharge en fait les batteries, et après je peux repartir. Et j'ai de la chance aussi parce que comme j'aime ce que je fais, c'est pas un problème de repartir, mais je ressens quand même ce besoin de détente. Je pourrais pas rentrer chez moi, je pense, et me remettre 2-3 heures sur ma thèse. Peut-être, hein, quand je serai dans la rédaction, etc., que j'aurai besoin de le faire. Ça, probablement même. Mais en tout cas, pour l'instant, ça me fait vraiment du bien d'avoir ce moment où je peux vraiment profiter. Et j'ai beaucoup de chance de pouvoir profiter vraiment, d'être détendue et d'essayer, en tout cas, de penser à autre chose qu'à la thèse. Ouais, t'arrives à segmenter les espaces et ça, c'est pas facile. Donc, vraiment félicitations. Et tu vas peut-être le garder sur le long terme si ça devient une habitude de réussir à garder l'espace intime comme un espace de détente et puis la fac comme un espace de travail. Et donc, je pense que la transition est tout trouvée pour parler de... Alors évidemment, tu nous dévoiles ce que tu veux, mais cette imbrication du perso et du pro. Parce que moi, je le dis souvent sur le podcast, par exemple, la rédaction ou pas que, aussi la lecture, elle a été très liée à mes émotions. C'est-à-dire que si ça n'allait pas dans le perso, c'était impossible. J'avais beau avoir du temps devant moi, je n'arrivais pas à me concentrer. Comment est-ce que toi, est-ce que c'est le cas? Comment tu gères ça? Et voilà, parfois aussi, le fait qu'on n'ait pas un emploi du temps fixe fait que on met un peu de perso sur notre emploi du temps à gérer et en même temps, après, ça peut prendre le pas sur le pro. Ah, mais t'as tout à fait raison, hein, c'est ce que je disais, moi, l'année dernière, quand j'avais le pro, le perso, l'universitaire qui se sont percutés, je me suis dit, oula, je sais pas trop dans quoi j'avance, là. Donc oui, totalement. Et puis en plus, le fait qu'on qu'on doive enfin, en tout cas, la majorité du temps, organiser notre propre emploi du temps, si ça va, j'ai réussi maintenant à bien comment dire,
me canaliser. Mais de base, comme je le disais, je suis un peu un cheval fou, j'ai envie de faire plein de trucs et tout ça. Donc, c'était compliqué de vraiment trouver une routine, un emploi du temps qui fonctionnait. Et c'est vrai que moi, ça m'a plutôt bien cadré de trouver un emploi du temps, ou d'aller à la fac, d'être entouré de gens qui travaillent et tout ça. Ça m'a vraiment bien aidé. Mais évidemment, je pense que pour la majorité des gens, si tu as un aspect de ta vie qui fonctionne pas, que ce soit le pro ou le perso, ou en tout cas s'il y a des soucis dans ce domaine-là, ça va forcément t'affecter. Enfin, on est humain en fait, on peut pas à un moment donné, on peut essayer de faire des murs, mais je sais pas. Déjà premièrement, si c'est la chose la plus saine à faire, j'en sais rien, hein, je suis pas psychologue, ni si ça peut tenir éternellement. Je pense que pendant un certain temps, on peut occulter des choses, mais après, je pense que il me semble en tout cas que ça revient, et que du coup il faut l'adresser. Donc c'est sûr. Euh, Là, bah, je dirais en fait, si c'est possible, dans la mesure du possible évidemment, d'essayer de supprimer des zones de stress. Enfin, ouais, c'est assez facile à dire, hein, mais en tout cas, je sais que ouais, mon expérience, moi, ça a marché. J'avais un travail qui était hyper stressant. Honnêtement, j'ai démissionné, mais parce que je pouvais le faire. Je pouvais le faire. Tout le monde ne peut pas le faire. Du coup, bah, parfois, il faut voir quels aménagements on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir mieux? Est-ce qu'on peut parler avec des collègues? Si c'est dans le perso, quels aménagements on peut faire? D'en discuter si on a un ou une partenaire, par exemple, ou si on habite toujours avec sa famille. Voilà, de voir, par exemple, parce que la famille peut ne pas comprendre aussi. Moi, j'ai de la chance parce que honnêtement, j'ai vraiment rien à redire sur mon partenaire. Il est super. On fait pas du tout la même chose. Il est pas du tout en thèse. Mais pourtant il me soutient vraiment, même que ce soit rien que la logistique. C'est lui qui s'occupe de la nourriture par exemple, mais rien que ça, c'est tout bête, mais enfin non, c'est pas tout bête, c'est quand même un gros investissement, mais je veux dire, moi ça me permet de me concentrer sur d'autres trucs, et vraiment c'est vraiment énorme, et je lui répète, j'ai beaucoup de chance de l'avoir, mais c'est vrai que ouais, j'ai de la chance, c'est un privilège d'avoir un partenaire comme ça, qui soit hyper intéressé. À chaque fois je lui dis, oh, devine ce que j'ai fait aujourd'hui, tu vas pas le croire, mais j'ai trouvé encore un projet annexe à faire à ma thèse. Il fait, oh, si, je le crois très bien. Donc, il est hyper intéressé et tout ça. Donc, ouais, j'ai beaucoup de chance. Si c'est pas le cas, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'enlever quelques sources de stress, ou du moins de les diminuer? Est-ce qu'on peut discuter au travail avec ses collègues, avec bah, du coup son ou sa supérieure, pour aménager un petit peu, pour voir, pour qu'ils comprennent qu'on a un travail de thèse à côté, et que bah, du coup on a besoin de temps, et que ça nous prend aussi beaucoup la tête, etc. Si c'est le perso, bah, est-ce qu'on peut faire comprendre à sa partenaire ou à sa famille que c'est vraiment, enfin ce que c'est en fait la thèse, parce que parfois c'est un peu obscur, hein. Moi je l'ai vu aussi dans mon entourage, pas proche, mais je l'ai vu dans mon entourage, d'essayer de leur faire comprendre, d'en discuter, parce que parfois aussi c'est juste que bah ils comprennent pas, parce qu'on n'a pas forcément pris le temps d'en discuter. Après, si c'est vraiment des problèmes plus comment dire, plus profonds, je sais pas trop quel conseil je peux apporter. Moi j'ai essayé au maximum d'éliminer les sources de stress, et ça a bien fonctionné, et de m'entourer. Vraiment éliminer les sources de stress et de m'entourer, pour voir que j'étais pas la seule à avoir ces problèmes-là, qu'on en passait tous par là, presque tous et toutes par là à un moment donné. Ça m'a vraiment aidé à relativiser. Vraiment. Être bien entouré d'un petit groupe de doctorants, c'est pour moi primordial. Et ensuite discuter, vraiment, que ce soit au boulot, que ce soit dans le perso, de voir comment on peut aménager les trucs. Ouais, bon, en priorité, se rapprocher de son ED et essayer d'avoir des contacts pour s'entourer, comme tu disais. Et est-ce que tu es un peu au courant des services de santé qu'il pourrait y avoir aussi à l'université, de soutien peut-être? Mais on a, il me semble, une psychologue. En tout cas, par exemple, là, après la catastrophe à Mayotte, par exemple, on a reçu un mail, et on a, avec plusieurs liens et numéros de téléphone, pour un soutien psychologique, aussi pour un soutien logistique, etc. Donc oui, il me semble en tout cas, oui, qu'il y a alors je sais pas si c'est plusieurs personnes, mais au moins un ou une psychologue à la fac. Euh, Ça, je suis pas experte, donc je sais pas, mais je pense que si on se rapproche de l'ED, ou même des représentants, on n'a peut-être pas forcément envie d'en parler au personnel administratif de l'ED, mais si on demande à un ou une doctorant qui, lui, après peut demander, etc., ou si on demande directement aux représentants des doctorants, je pense que eux doivent avoir les infos.
il me semble, oui, qu'il y a un soutien psychologique. Oui, certainement qu'il doit y avoir dans chaque université un service vers lequel se tourner. Et alors, un dernier point auquel je pense, dont on n'a pas parlé, mais parce que j'ai l'impression que toi, ça se passe bien, c'est les rapports avec le directeur de thèse ou la directrice. Et je pense aussi au comité de suivi dont on a parlé dans l'épisode précédent. Je sais pas si toi, tu as déjà fait ton premier comité de suivi ou pas, ouais. Est-ce que c'est aussi un espace qui t'a servi ou est-ce que tu aurais des conseils si jamais la communication, par exemple, avec son directeur peut être un peu difficile? Est-ce que tu as pu peut-être aussi avoir des retours d'expérience de d'autres doctorants? Oui, je sais que, alors, du coup, encore une fois, c'est vrai que je me rends compte que j'arrête pas de dire, j'ai beaucoup de chance. Mais parce que, du coup, là, c'est vrai que mon comité, donc nous, c'était, il faut en fait faire son premier comité de suivi pour se réinscrire en deuxième année, donc je l'ai fait cette année. Et donc, c'est des gens que j'ai invités. Donc, le comité de suivi, voilà, donc c'est vrai que ils sont comment dire, puis je les vois régulièrement aussi parce que la plupart est à Bordeaux, et puis la personne qui n'est pas à Bordeaux, ben en fait on discute. C'était euh, le chercheur dont j'ai parlé au début, qui du coup m'a orienté, le sociolinguiste qui m'a orienté vers mon directeur actuel, et en plus il est ami avec mon directeur. euh, donc je sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, c'est un état de fait en tout cas. Pour l'instant, c'est neutre parce que ça se passe très bien avec mon directeur, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. Souvent, dans le comité de suivi, comme quand on est doctorant, on est en première année, on connaît pas forcément beaucoup de monde, c'est le directeur ou la directrice qui propose des gens pour le comité de suivi. Et s'il se trouve que c'est que de bons collègues et des amis, on peut se sentir, comment dire, ça peut être compliqué de leur parler s'il y a des problèmes avec le directeur, la directrice. Je pense que ça peut être une bonne ressource, le comité, mais jusqu'à une certaine mesure. Je sais pas, ça, après ça dépend du comité de chacun, mais c'est vrai que si c'est que des amis du directeur, de la directrice, peut-être, encore une fois, hein, mais peut-être que là aussi, les représentants peuvent faire un peu, être un peu médiateurs, voilà, leur en parler, parce que eux, du coup, comme ils sont au cœur de la vie de l'ED, bah, ils ont forcément entendu d'autres personnes qui ont des problématiques similaires, donc ils doivent forcément avoir des retours d'expérience, des conseils, etc. C'est vrai que si ça se passe super mal, moi ça se passe pas mal avec ni mon directeur ni ma directrice. C'est vrai que parfois la communication est un peu plus compliquée parce que mon directeur n'est pas en France, donc c'est vrai que ça parfois c'est un peu la difficulté. Mais sinon ça se passe bien. Donc là-dessus, j'ai pas besoin de solliciter mon comité de suivi, par exemple. Mais si ça se passait vraiment mal, je pense que je n'irai pas autant dans les détails avec le comité de suivi qu'avec des représentants, qu'avec mes camarades doctorants ou qu'avec des représentants, des doctorants. Donc, je pense que les représentants, ou même parfois, si vraiment on voit pas d'autres solutions, le personnel administratif de l'ED, hein, ils peuvent aussi être médiateurs pour aider. C'est aussi, ça fait aussi, ils gèrent beaucoup d'étudiants et d'étudiantes. C'est aussi leur rôle de connaître les ressources et de pouvoir écouter, ne serait-ce parfois que juste de pouvoir écouter. Et ça peut débloquer quelque chose. Donc ouais, je dirais vraiment, je sais que je les ai beaucoup mentionnés, et pourtant vraiment c'est pas de comment dire, je suis pas sponsorisée parce que je les connais même pas personnellement. Mais les représentants, le personnel administratif, les camarades doctorants, parfois, hein, donc du coup, si le directeur ou la directrice a plusieurs doctorants aussi, se rapprocher des autres doctorants pour dire mais quelle est à vous votre expérience avec notre directeur ou notre directrice en commun, parce que ça peut être la même chose, et justement du coup après à plusieurs on est plus fort, on peut peut-être faire un mail ensemble, etc. Ou au contraire, si les personnes ont des expériences différentes, dire alors pourquoi avec moi, comment toi tu t'y prends, etc. Pourquoi avec moi ça fonctionne pas la communication, peut-être que je peux améliorer quelque chose, ou peut-être que justement la personne, on n'a pas les mêmes modes de communication, ça fonctionne pas, on peut essayer de trouver un compromis. Voilà, vraiment, je l'ai dit tout du long, pardon, mais vraiment être entouré, je pense que ça fait toute la différence, parce que tu vois, en fait, quand t'es entouré, t'as toujours une porte de sortie, tu vois toujours des possibilités. Quand t'es seul, en fait, tu te dis, mais il y a vraiment, il y a rien qui va, c'est compliqué, et je le dis parce que je le ressentais l'année dernière, et maintenant que je suis entourée, je me dis que
tout ou presque est possible en fait, parce que si j'ai telle difficulté, je sais vers qui me tourner, je sais avec qui en discuter, je peux ne serait-ce que vider mon sac à mes camarades et hop, déjà ça va mieux. Et en plus, on déconstruit le mythe qui est que la recherche serait absolument un travail solitaire, que, il y aurait beaucoup de compétition entre les chercheurs, entre pairs, alors que finalement, on peut co-construire aussi beaucoup de projets. Oui, tout à fait. Voilà pour faire un petit point là-dessus sur l'aspect collectif, c'est vrai que nous, bah, du coup, avec un collectif, un groupe de doctorantes, on s'est lancé dans une aventure euh, assez comment dire, gigantesque euh, parce qu'au départ, on voulait organiser une journée d'études avec l'école doctorale. Puis finalement, ça n'a pas été possible. Donc maintenant, on s'est lancé dans un projet pilote où il va y avoir un workshop international en janvier, des projets de recherche doctorants qui vont être lancés pendant l'année 2025 et fin 2025, un colloque international sur plusieurs jours et où on exposera aussi les résultats, entre autres évidemment, il y aura pas mal de chercheurs, les résultats de nos projets doctorants. Euh, donc là, je mentionnais par exemple à un moment donné dans le podcast le projet sur la conscience linguistique dans le Limousin. Ben, ça fait partie des projets doctorants qui sont développés dans le cadre de ce projet pilote. Et donc là, on travaille vraiment ensemble ça se passe super bien. Moi, pour l'instant, j'ai pas vu de concurrence. J'ai une camarade qui travaille aussi sur l'occitan. Alors pas exactement de la même manière, parce qu'elle c'est plus les représentations, c'est plus global. Moi, c'est vraiment sur le Limousin, mais je veux dire, on travaille quand même dans le même domaine et je vois aucune concurrence. Au contraire, on travaille ensemble. Là, justement, ce projet de recherche sur la conscience linguistique, on l'a ensemble. Elle a plein de super idées. Du coup, vraiment, on nourrit la réflexion l'une de l'autre. Et j'ai l'impression que ensemble, on va pouvoir faire des trucs super. Et j'ai jamais perçu une once de compétition entre nous. Vraiment, j'ai l'impression parfois qu'elle a un peu le rôle de mentor parce que moi, du coup, je suis une bébé chercheuse. Elle est plus avancée du coup dans sa thèse. Elle a plus de connaissances que moi et je le vois vraiment comme un avantage. Et moi, j'arrive un peu avec ce côté tout fou, avec plein d'idées et tout ça. Et donc elle est aussi hyper enthousiaste sur les idées que j'ai. Et vraiment, on peut trouver des gens. Alors je dis pas que je vivrai jamais de compétition ou de coups un peu tordus dans ma vie. Hein. Je pense que évidemment j'en vivrai, j'en ai déjà vécu dans d'autres circonstances. Mais d'avoir ça, mais c'est une chance immense, c'est un plaisir immense. Je souhaite vraiment à tout le monde de trouver des groupes comme ça bienveillants où que ce soit dans le même domaine ou dans d'autres domaines où on peut discuter, ne serait-ce que des personnes qui te disent qui sont dans un autre domaine et qui disent mais attends mais pourquoi toi tu fais ça, mais du coup ça t'oblige à réfléchir, mais attends pourquoi moi je fais ça, si quelqu'un en art ou qui travaille je sais pas sur la sociologie etc ne comprend pas ce que je fais, bah peut-être qu'il faut que je l'explique mieux. Alors peut-être que là il y a un endroit où la communication passe pas. C'est incroyable de pouvoir travailler en groupe. Vraiment moi ça a révolutionné mon rapport à la thèse en tout cas. Vraiment je sens plus du tout la solitude. Alors évidemment il y a des moments où je vais m'enfermer dans ma propre tête. On a tous ces moments-là hein, où ça va plus ou moins bien, mais le fait de voir mes camarades tous les jours, bah c'est déjà ça rompt, même si j'arrive pas forcément à dire exactement ce que je ressens sur le moment, etc. Mais juste d'être entouré de gens autour de moi qui font leurs petites boutures pour chez eux, pour les petits ateliers botaniques, qui mettent des post-it un peu partout dans la salle pour s'approprier l'espace. Mais rien que ça fait du bien en fait. Je te comprends tout à fait. Écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour, mais est-ce qu'il y a encore un conseil que tu n'aurais pas mentionné et tu veux absolument pas l'oublier? Bah, pas forcément un conseil, mais juste de dire, je sais que j'ai été assez positive dans le podcast parce que justement tout va bien et c'est pour ça aussi que je voulais le faire parce que tout n'a pas toujours été bien, par exemple l'année dernière, etc. Et c'est pour ça que je voulais le faire parce que le fait que ça soit compliqué, le fait qu'on ait envie d'abandonner, je sais pas si on est tous et toutes passés par là, mais je pense qu'on est beaucoup à être passés par là. Alors parfois, la meilleure chose à faire, ça peut être d'abandonner. Hein. C'est pas, je veux pas dire aux gens, non, n'abandonnez pas, allez jusqu'au bout. Parfois, vraiment, la meilleure chose à faire pour sa santé mentale et pour sa vie, c'est d'arrêter momentanément, de prendre une pause, de prendre une année de césure, ou alors juste d'arrêter la thèse, parce que c'est pas forcément de finir la thèse, c'est pas forcément le but d'une vie de chacun, etc. Il faut vraiment faire ce qui est le mieux pour sa santé mentale.
parce que la santé mentale, on en a qu'une et on va vivre avec nous-mêmes jusqu'à la fin de notre vie. Donc le plus important, c'est qu'on soit bien, et tant qu'on n'a pas de regrets, qu'on va jusqu'au bout de ce qu'on peut faire, je pense que c'est le principal. Et dans ces moments-là, est-ce que tu as songé à arrêter à des moments? Est-ce que la question s'est posée d'arrêter la thèse? Ouais, la question s'est posée. Mais parce que aussi, pas que, là, je veux pas mettre le blâme juste sur la solitude qu'on ressent, parce que c'était, comme je te disais, il y avait d'autres trucs aussi, pro, perso, etc. Donc c'était plutôt un ensemble, en fait, qui a fait que, ouais, je me suis posé la question. Mais après, je me suis dit, non, mais j'ai voulu faire ça, euh, ça me plaît, voilà, je vais trouver une solution. Donc je voudrais juste, voilà, dire aux gens que je sais que j'ai été hyper positive, mais c'est parce que pour l'instant ça va bien, mais c'est parce que j'ai pu rencontrer des gens, etc. J'ai pu être entourée, j'ai pu voir qu'on était plusieurs, et vraiment, n'hésitez pas, allez parler aux gens, allez voir les groupes qui sont en place dans vos universités, les groupes de doctorants, mais même parfois c'est juste s'inscrire à une activité et rencontrer des gens. Vous n'êtes pas vraiment, vous n'êtes pas tout seul. Et s'il y a besoin de quoi que ce soit, je suis sûre qu'il y a plein de gens autour de vous qui peuvent vous aiguiller, qui peuvent vous aider. Restez pas seul, vraiment. Genre l'année dernière, si j'étais restée genre seule dans mon coin, je pense vraiment que j'aurais abandonné. Et ça aurait été dommage, parce que j'aurais pas vécu toutes ces belles choses. Alors peut-être que du coup, vous allez vous entourer et vous rendre compte que c'est pas pour vous. Ça, c'est tout à fait ok aussi. Genre vraiment, genre il y a pas de problème. Faites ce qui est le meilleur pour vous. Mais si vous êtes entouré et que vous vous rendez compte que finalement, en fait, c'est ce que vous voulez faire, même si c'est compliqué, mais genre, allez-y. Entourez-vous et surtout préservez-vous. Si j'avais vraiment un truc à dire, c'est préservez-vous, parce que une thèse, c'est un temps long, ça demande beaucoup d'énergie. Ça peut vraiment jouer sur la santé physique, mentale, sociale aussi. Donc, préservez-vous. Et comme je le vois beaucoup en ce moment, je vais voir pas mal de pièces de théâtre, et à la fin de chaque pièce, ils disent « Soyez heureux ». Donc, vraiment, préservez-vous et soyez heureux. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons thèse, un podcast réalisé par Caroline et produit par Avispa. J'espère que vous avez passé un agréable moment et à très vite pour un prochain épisode.